à tous, merci d'être présents à cette séance d'information co-organisée par l'Association des maires des Pyrénées-Atlantiques et le Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques. Cette séance d'information sera consacrée à la présentation de la filière éco-réhabilitation du bâti ancien. Et je vais maintenant laisser la parole à Stéphanie Puyal et Benoît Dupé du service Habitat du département qui vont vous présenter la démarche et les dispositifs associés. Bonsoir à tous. Merci tout d'abord à l'Association des maires de nous accorder ce temps de présentation. Et merci aussi à l'ensemble des élus de participer donc à ce temps d'échange. Ce que l'on vous propose, c'est voilà, de dérouler cette présentation et après de rentrer voilà, dans de l'échange, dans du débat par rapport à cette démarche donc partenariale animée par le département donc autour donc du sujet de l'éco-réhabilitation. Donc on va vous partager un document. Ça va arriver. Est-ce que vous confirmez que vous le voyez bien? Oui, tout à fait, Tout nous à fait. confirmons. Ok. Confirmé. Bon, merci. Donc, ouais, la diapo suivante. Donc, bon, en sommaire, en préambule, effectivement, ce qu'on peut vous dire tout d'abord, c'est que euh, cette démarche en matière d'éco-réhabilitation est une action qui est intégrée au plan départemental de l'habitat et de la stratégie départementale bas carbone, qui sont des outils stratégiques qui ont été co-construits avec l'ensemble des intercommunalités et également avec l'ensemble des acteurs de l'habitat et du logement qui interviennent à l'échelle des Pyrénées-Atlantiques. Cette démarche également, et il faut le souligner, est une résultante de partage et de constat d'enjeux sur les politiques d'aménagement durable de nos villes, de nos villages. Plus précisément, et cela évidemment vous concerne tous, sur des sujets en matière de revitalisation de territoire, de reconquête du bâti existant, de recyclage de ce bâti ancien, qui, on le sait, caractérise de manière prépondérante le parc existant à l'échelle de notre département, avec une proportion importante de bâtis construits avant les années 15-50, et bien souvent des bâtis de grande surface. Voilà. Donc, on a tous dans nos cœurs de village aujourd'hui des sujets qui vont concerner à la fois des bâtis anciens qui se dégradent, des bâtis anciens qui sont vacants et qui pourraient faire l'objet d'une attention particulière. Donc, voilà. Donc, cette thématique-là est l'enjeu, le sujet qui va nous intéresser au cours de cette présentation. Donc, autour de cette initiative, le département a souhaité jouer un rôle de facilitateur en mettant en synergie un écosystème d'acteurs, soit déjà investis sur le sujet, mais aussi dans un objectif d'en mobiliser de nouveaux. On l'a vu quand on a engagé les discussions autour de cette thématique. On s'est entouré donc de professionnels, d'acteurs, qui chacun à leur niveau avait déjà entamé des initiatives, des démarches autour de la filière éco-réhabilitation, sauf que on voyait qu'ils ne savaient pas travailler en synergie ou qu'il manquait quelque part dans cet écosystème de structuration. Notons également que l'échelon départemental a été jugé unanimement comme étant pertinent pour conduire cette dynamique, là aussi sous l'entrée du plan départemental de l'habitat, qui est bien sûr un rayonnement à l'échelle des Pyrénées-Atlantiques. Alors, l'objectif de la filière, l'objectif principal était de démontrer la possibilité, qu'il était donc possible de pouvoir réhabiliter autrement le bâti ancien existant d'avant 1948. Donc ça, effectivement, cette date, elle est importante. Donc le bâti ancien d'avant 1948, qu'on peut qualifier plutôt de bâti en pierre, que l'on connaît tous dans nos cœurs de village. Donc de le réhabiliter avec durabilité, avec frugalité, en le respectant, en le valorisant, mais surtout avec un objectif de pouvoir se détacher
de pratiques plutôt que l'on qualifie, nous, de standardisées, qui consiste à vouloir faire du très neuf dans du très ancien, et qui aujourd'hui, en fait, ont généré un certain nombre de dérives, à la fois techniques, mais aussi financières. Techniques parce qu'aujourd'hui, ben, en utilisant des matériaux qui ne sont pas compatibles avec le bâti ancien, on voit qu'il y a des réinterventions obligatoires au bout d'un certain nombre d'années. Voilà, alors que la puissance publique est intervenue en mettant ben, des niveaux d'investissement très lourds, mais aussi donc ben, économiques parce que ben, bien sûr, ben, il faut réinvestir un projet, un foncier bâti pour lequel il y a eu là aussi ben, des attentions particulières et la mobilisation d'investisseurs ben voilà, qu'il faut à nouveau solliciter pour reconsolider un nouveau plan de financement. Euh, donc la filière, elle comporte à la fois un objectif donc, de performance, on l'a dit, hein, de qualité en sortie opérationnelle, mais aussi un gros point d'insistance sur la soutenabilité financière, la dimension économique de projet, c'est-à-dire la maîtrise des coûts de sortie. Donc ça, on va le détailler. Euh, ouais, diapo suivante. Euh, pour expliquer cette démarche en termes de méthode, donc il s'agit d'une démarche collaborative qui s'est appuyée sur trois groupes de travail interconnectés, composés chacun d'une vingtaine d'acteurs locaux, dont les résultats ont pu être validés systématiquement en comité partenarial. Donc les trois groupes qui ont été constitués donc, apparaissent à l'écran. Un premier groupe autour donc, des questions techniques et de réglementation. L'enjeu était là de savoir mais de quoi on parlait quand on évoque l'éco-réhabilitation, hein, qu'on soit tous d'accord sur une définition homogène, mais également du coup en termes de technicité, de se dire que voilà, quel référentiel derrière on pouvait imaginer, donc référentiel technique, avec voilà, quels critères pour se dire que au travers de l'éco-réhabilitation, on doit avoir en fait voilà, une décomposition d'étapes qui doivent permettre à atteindre ben, l'objectif principal que l'on s'est fixé, c'est-à-dire réhabiliter aujourd'hui du bâti existant, ancien, encore une fois, en le valorisant, en le respectant, avec cet enjeu économique. Tout en conduisant ces réflexions-là, on s'est appuyé sur des chantiers démonstrateurs. L'idée au travers de ces chantiers démonstrateurs, en utilisant du coup les mêmes étapes que ce qui a été préconisé au travers donc, de ce référentiel technique, c'était de montrer réellement que voilà, on était en capacité de pouvoir réhabiliter différemment en recourant bien souvent à voilà, des pratiques ancestrales, hein, l'utilisation de matériaux biosourcés, etc. Comment permettre de faire respirer un bâtiment, de savoir qu'un bâtiment qui respire, c'est aussi un bâtiment qui a une ventilation naturelle à l'intérieur. Voilà, donc en intégrant tous ces éléments techniques, donc nous avions trois chantiers démonstrateurs. Un premier donc à Tardets sur la réhabilitation du château d'Aguerre, en plein centre-ville, hein, qui a fait l'objet donc d'un projet comportant 13 logements, plus une salle communale. Donc 13 logements à la fois en logement locatif, mais également en logement en accession à la propriété maîtrisée. Une opération en collaboration avec Solia Pays Basque. Et c'est le collectif Encore, donc cabinet d'architectes, qui a porté toute la maîtrise d'œuvre. Voilà. Ce qui est important de retenir au travers de ce projet qui est en fin de travaux, hein, il est prévu une livraison en fin d'année, donc dans le courant du mois de décembre, c'est que on a aujourd'hui des coûts hein, donc, qui sont réels, hein, puisque du coup, on est bien sur un dossier qui est bien engagé puisqu'il est bientôt livré.
On est sur un ratio de travaux au mètre carré hors taxe de 1556 euros. Voilà, ce qui en fait une vraie référence aujourd'hui, avec des logements qui auront voilà, une belle attractivité sur le marché, et en particulier sur les logements en accession sociale à la propriété, puisqu'ils vont être proposés à des prix voilà, hyper accessibles pour des ménages, notamment en revenus modestes. Nous avons deux autres chantiers démonstrateurs, un en Vallée d'Aspe, à Lesquin, donc la maison La Salette, en plein cœur du village, une maison qui a été rachetée par la commune via l'établissement public foncier local. Et pour cette opération, nous avons fait intervenir un opérateur de logement social, donc il s'agit de Domo France, qui lui va produire 8 logements locatifs sociaux. Voilà, un secteur où il manque cruellement de logements locatifs sociaux pour répondre à des enjeux à la fois voilà, de besoins pour des familles, mais aussi pour des travailleurs saisonniers. Euh, Sur la maîtrise d'œuvre, là, du coup, c'est Architecture et Santé, qui est un cabinet d'architectes qui maîtrise parfaitement cette question de réhabilitation du bâti ancien, ces questions de densification, de valorisation patrimoniale, donc qui porte aujourd'hui la maîtrise d'œuvre. On est en phase avant-projet définitif, mais qui a été tellement travaillé avec voilà, un phasage et une approche technique qui a permis de mobiliser le plus en nombre possible une série d'acteurs, d'artisans, etc., qui se sont vite imprégnés donc, de ce projet, si bien qu'on arrive aujourd'hui à une étape où on est quasiment en retour d'appel d'offres, même si la consultation n'est pas lancée ou engagée. Et ce qui est assez intéressant là aussi, avec des résultats probants, c'est que nous avons, pour un bâti qui est très dégradé, nous avons un ratio au mètre carré travaux qui sera de l'ordre d'une estimation de 1 900 euros hors taxe. Voilà. Quand au départ, on nous annonçait des prix autour de 2 800 euros. Donc voilà, donc globalement, en utilisant ces méthodes-là et toujours avec une recherche de qualité de performance, on a baissé à peu près de 1 000 euros le prix de revient au mètre carré sur cette opération. Et enfin, dernier chantier un peu démonstrateur et vitrine, c'est à Oloron. Il s'agit de la ferme La Bourdette qui est sur le chemin des Ourtigots, sur la route de Pau, où là on est en collaboration avec l'association Estivade pour créer un foyer de jeunes travailleurs qui comportera 22 logements. Là aussi, c'est Architecture et Santé en qualité de maître d'œuvre qui assurera la maîtrise du projet. Et on est également dans les mêmes proportions de prix qu'à l'Esquin, autour de 1 900 euros hors taxe du mètre carré, hors taxe, mètre carré travaux, ce qui est très bien maîtrisé encore une fois. Si certains d'entre vous connaissent ce foncier bâti, il est fortement dégradé. Il a des contraintes puisqu'il est frappé également il est protégé par les architectes de bâtiments de France. Donc, du coup, un niveau d'exigence supérieur en termes de technicité. Là aussi, voilà, on a rempli le contrat, on a relevé le défi par rapport à cet objectif de pouvoir faire émerger un projet avec des prix totalement maîtrisés. Troisième gros de travail, évidemment, on appelait ça les écosystèmes. Donc, c'est toute la sphère, en fait, autour de la filière, tous les acteurs qui peuvent être mobilisés, qui sont très denses, très vastes. À la fois, donc, cela va concerner les maîtrises d'œuvre, les artisans, les bailleurs sociaux, les élus, j'en oublie beaucoup, le CAUE, les architectes du bâtiment de France, les fédérations du bâtiment comme la CAPEB, la FFB. Bon voilà, tous ces acteurs qui peuvent graviter en fait autour de la filière, mais qui vont avoir un rôle essentiel aujourd'hui si on veut imaginer un schéma de reproductibilité. En voici du coup une illustration, donc toute la dynamique collective qui a gravité pendant 2 ans autour donc, de cette démarche collaborative et partenariale. Chacun intervenant voilà, avec leur propre niveau de compétences et leur propre métier. On a essayé de les classer voilà, avec leur rang respectif. Donc il y a
bien sûr des institutionnels qui ont collaboré fortement en fait à ces résultats. Il y a un ensemble de maîtrise d'ouvrage et d'assistance à maîtrise d'ouvrage, hein, donc les bailleurs sociaux, la CEPA, SPL, le CAUE, etc., les EPFL, donc les établissements publics fonciers locaux, qui sont évidemment aussi des personnes aux ressources dans le cadre de cette dynamique. Les architectes, tous les bureaux de maîtrise d'œuvre et les bureaux d'études, hein, qui sont très larges, mais qui eux aussi nécessitent une attention particulière parce que on voit qu'ils ont aussi une trajectoire à prendre et en termes de montée en compétences. Hein, aujourd'hui, en fait, pour clarifier les choses, on voit que sur les projets donc démonstrateurs que l'on vient de partager, mais aussi sur tous les projets aujourd'hui qu'on a en cible hein, pour être travaillés de cette façon-là. Malheureusement, on tourne toujours un peu avec les mêmes maîtrises d'œuvre, les mêmes architectes, parce que il y a ce savoir-faire qui est quand même très spécifique. Donc, on voit qu'il y a une montée en compétences qui est un peu générale et que chacun doit, à leur niveau, doit pouvoir l'appréhender. C'est pour cela que on a également associé, vous le voyez donc sur le dernier cadre donc, de cette diapo, les fédérations, mais également tout le tissu en fait de la formation, le réseau associatif et des fédérations du bâtiment, pour pouvoir intégrer assez rapidement en fait cette démarche et voilà et considérer que dans un contexte à la fois encore une fois qui est très contraint, on n'y est pas revenu dans le préambule, mais c'est important de le souligner. Euh, vous savez, hein, les modèles économiques, quels qu'ils soient aujourd'hui, sont complexes. On est confronté à des situations budgétaires respectives, hein, que ce soit celle du département, de la région, des collectivités locales, intercommunalités ou communes qui sont frappées donc de grandes difficultés. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, voilà, si on veut faire émerger des projets ambitieux, on sait pertinemment que ce n'est plus sous l'angle des subventions publiques comme cela a pu exister, que voilà, il faut imaginer l'émergence de ce projet. Il faut travailler différemment, il faut avoir une approche différente et la maîtrise des coûts de sortie, la maîtrise des coûts de construction. Aujourd'hui, on peut pas s'en détacher. Ça fait partie du pilier ou des critères qui vont nous faire avancer pour faire sortir des projets ambitieux, performants, mais qui vont voilà, nous permettre de mieux travailler dans un esprit d'équipe. Hein. Donc, équipe, c'est le département avec l'ensemble des collectivités pour pouvoir se dire que voilà, on doit accepter des coûts de travaux, mais aussi définir aujourd'hui des niveaux d'acceptation de prix de sortie qui vont permettre donc de pouvoir dire que ce projet il est cohérent ou pas. Donc tout ça va nous amener en fait à prendre des décisions. Donc voilà pour cette dynamique collective. Euh, donc deux années de travaux, on l'a dit, hein, qui ont associé donc tout ce réseau de partenariats, qui ont abouti à des résultats partagés pour chacun des groupes de travail. Donc, si on revient sur ce groupe, euh, ce groupe numéro un là, hein, autour de cette technique et réglementation, ce qui a été défini par les acteurs qui ont phosphoré sur ce sujet-là, c'est que voilà, il y a des éléments à considérer pour atteindre ce niveau de performance, à la fois sur cette qualité, cette performance de projet en sortie opérationnelle, mais aussi sur la maîtrise des coûts. Dans éco-réhabilitation, on le rappelle, il y a éco, ce qui veut dire le recours à des pratiques voilà, qui vont permettre d'utiliser à la fois des matériaux biosourcés, mais dans éco, il y a aussi sa dimension économique. Ça, c'est important de le souligner. Euh, mais également, du coup, voilà, ce qui ressort de ce groupe de travail, c'est en particulier le passage obligé vers une étude d'opportunité. C'est une approche qui doit s'opérer très en amont, une approche qu'on a qualifiée à 360 degrés. Euh, en amont, bien sûr, du plan de travaux,
afin de prendre en compte en fait toutes les spécificités du bâti qui va être concerné par cette étude-là. Ça doit être une vraie aide à la décision. Voilà, donc cette étude d'opportunité, aujourd'hui, c'est une nécessité en fait pour atteindre cet objectif. Voilà. Une fois qu'on a passé cette étape, on peut passer à l'étape suivante, c'est-à-dire se dire, est-ce que à ce stade-là, le foncier en question, ben, il est propice, il a le potentiel pour pouvoir approfondir cette étude et rentrer en phase préopérationnelle et après en phase opérationnelle. Ça, c'est important. Euh, Ensuite, donc autour des chantiers démonstrateurs, on l'a dit, on ne va pas revenir sur les trois chantiers, mais l'idée au travers de cette démonstration, c'était de montrer évidemment que par l'exemple, il y a cette capacité, cette possibilité aujourd'hui de faire différemment. Et pour donner envie de voir et de faire, on s'est appuyé sur une boîte de production pour partager en fait les étapes de ce chantier. Donc, on a aujourd'hui un prestataire qui suit le chantier en temps réel avec des interviews, avec le suivi des chantiers étape par étape pour identifier les points clés. Donc, tout ça sera mis en ligne. Hein. On vous indiquera, si vous êtes intéressé, comment y accéder, avec à la fois le retour des élus, le retour de tous les acteurs et de tous les intervenants autour de ces chantiers. Et le dernier, donc, c'est sur l'écosystème. Ce qui ressort de manière frappante dans l'ordre des choses et ce qui a été priorisé, c'est que avant tout, et on l'a dit, hein, si on veut rentrer dans ce schéma de reproductibilité, c'est que la formation à la fois, mais aussi la montée en compétence des acteurs, mais également l'image de l'éco-réhabilitation, qui est plutôt encore associée à cette image un peu bobo écolo, etc., alors que pas du tout. Hein, enfin voilà, au regard des expériences aujourd'hui que l'on a, c'est pas du tout en fait sous cet angle-là qu'il faut l'aborder. On voit qu'on a encore beaucoup de travail de sensibilisation et de partage d'informations et de connaissances à déployer. Et du coup, c'est ce qu'on va s'efforcer de faire autour de cet écosystème en réactivant des groupes de travail, en créant une labellisation autour de cette dimension et de l'image que l'on peut valoriser autour de cette dynamique. Et bien sûr, voilà, en émergence ou en sortie de ces groupes de travail également, nous avons défini collectivement donc 7 fiches actions, mais qui correspondent à ce que l'on vient de se dire, c'est-à-dire donc l'image de l'éco-réhabilitation, prioritairement les chantiers démonstrateurs, qui encore une fois montrent que les possibilités de pouvoir faire sortir des projets ambitieux. L'observation et la diffusion, on l'a dit également, tout cela, ça va s'appuyer sur des enjeux de communication et d'information, la formation des acteurs, la mise en œuvre du référentiel technique, et puis voilà, et maintenir en fait toute cette dynamique le plus longtemps possible, en considérant que il faut faire le choix de l'éco-réhabilitation à chaque fois que c'est possible, en recourant à des outils qualitatifs et d'aide à la décision. Et tout cela a été inscrit dans une charte d'engagement qui a été co-signée par l'ensemble des acteurs qui, aujourd'hui, en sortie de ces 2 années de travail, encore une fois partenarial, ont accepté de se dire que cette logique, elle va permettre d'être dans une formule un peu de gagnant-gagnant. À la fois pour eux, c'est réinventer un modèle. Hein. Eux-mêmes disent la plupart qu'ils étaient dans cette standardisation de vouloir faire du très neuf dans du très ancien, qu'aujourd'hui ça ne marche pas, on l'a dit, pour des raisons techniques, pour des raisons financières, et qu'il faut s'appuyer sur d'autres logiques de travail. Et puis dans le gagnant-gagnant, c'est également vous, collectivité, dans un plan de financement, on sait qu'il y a toujours un reste à charge à financer.
et que si on va rechercher cette acceptation économique, cette acceptation financière, cette soutenabilité financière également, que ben, tout le monde sera gagnant, tous les financeurs publics et les porteurs ou les maîtrises d'ouvrage. Voilà, donc ça c'est important de le souligner. Euh, voilà. Euh, et il nous manque une diapo. Bon, elle n'apparaît pas. L'idée, voilà, autour des. Voilà. Euh, je ne sais pas si elle apparaît là. Bon, on va vous, c'est pas grave, on va la présenter. Ouais, vous devez la voir ici, pardon. Euh, on a essayé ici d'identifier les 4 typologies de projets pour lesquels vous pouvez auxquels vous pouvez être confronté ou venir nous solliciter pour avoir des réponses ou activer en fait une boîte à outils et un besoin fort d'accompagnement. Le premier, classiquement, c'est que j'ai un logement communal à réhabiliter. Donc, c'est voilà, un bien, une propriété communale qui est déjà ou qui a été occupé. Bien souvent, le locataire part et c'est l'occasion de pouvoir le remettre aux normes parce que ben, d'un point de vue énergétique, il présente peut-être un niveau de précarité qui ne permet pas, en l'occurrence, sa mise en location ou sa remise en location. Donc là, vous avez besoin effectivement là, d'un accompagnement pour vous orienter et définir en fait une stratégie. Deuxième sujet, je me projette sur l'acquisition d'un foncier bâti. Vous avez bien souvent en cœur de bourg, en cœur de village, un foncier qui présente des caractéristiques importantes, un vrai potentiel. Eh bien, vous vous dites, eh bien, pourquoi pas, parce que vous avez senti une pression interne à la commune sur une demande de logement au quotidien, parce que vous pouvez être sollicité au quotidien sur des ménages qui recherchent un logement. Et bien souvent, ben, la première personne que ces personnes vont voir, c'est le maire, la secrétaire de mairie. Euh, et vous pouvez, voilà, vous avoir cette réflexion en disant, ben, comment moi, dans ma politique de stratégie de développement, je peux identifier du foncier propice à pouvoir faire émerger un projet de logement pour répondre à ces besoins-là, en densification de mon centre-bourg, etc. Voilà. Donc là, c'est un sujet important que l'on peut bien sûr nous vous accompagner à différents niveaux. Euh, Important aussi sur ce volet-là, bien souvent, les communes ont trop souvent le réflexe de contacter l'établissement public foncier local, et donc le PFL, pour passer le plus vite possible en phase d'acquisition, alors qu'on n'a pas regardé quel était véritablement le potentiel de ce foncier, ses caractéristiques, et si derrière, économiquement, le projet était viable. Voilà. Donc il y a quand même cet esprit de rebours à prendre en compte. Donc ça, c'est plutôt, voilà, comment nous, avec l'ingénierie publique, on peut vous accompagner sur ce volet-là, en sachant que ces études que l'on a pu évoquer, hein, l'étude d'opportunité, mais aussi ces études préopérationnelles, peuvent être financées par le département. Voilà, pour vous permettre d'orienter un projet et de vous aider à la décision. Troisième catégorie de projet, donc je souhaite faire intervenir un opérateur de logement social. Là aussi, parce que la commune souhaiterait plutôt se dessaisir d'un projet, un projet plutôt dense, pour lequel la commune ne se sent pas suffisamment armée pour l'assurer en maîtrise d'ouvrage direct et qu'elle a besoin d'un professionnel en fait pour réfléchir à comment faire émerger ce projet. Là aussi, on peut vous accompagner et jouer ce rôle d'ingénierie ou d'accompagnement avec le bailleur ou l'opérateur qui peut intervenir. Et encore là, une fois, on peut aussi voilà, permettre de financer des études préopérationnelles pour mesurer l'opportunité d'un projet. Et la quatrième catégorie,
je souhaite transformer un bien en logement. Classiquement, voilà, on est sur une salle de classe. Ça peut être un bâtiment agricole également en cœur de bourg. Bon, voilà, il y a différents types de bâtis qui pourraient faire l'objet d'une attention particulière pour être recyclés et mis sur le marché en tant que logement locatif. Voilà. Donc là aussi, bien sûr, on a des dispositifs, un règlement d'intervention que l'on pourra vous partager pour pouvoir répondre à vos préoccupations, mais surtout répondre à l'intérêt général, parce qu'on le voit bien, ce phénomène de tension que vous devez mesurer tous les jours à l'échelle de votre commune, sur cette demande hein, en logement locatif, hein, elle est forte, elle s'amplifie. Nous, on le voit par rapport à nos données, hein, nos indicateurs. Et on sait combien aujourd'hui, voilà, vous êtes dynamique dans le déploiement de cette offre nouvelle. Et voilà, bien souvent maintenant, c'est quel type de projet, quel type de produit locatif et comment vous pouvez être mieux accompagné pour pouvoir répondre à la fois à ces sollicitations, mais vous, dès lors que vous avez en identification un foncier qui pourrait faire l'objet d'une étude, d'une analyse pour répondre à ces demandes, à ces besoins. Euh, voilà. Euh, on a à peu près terminé donc l'étude, la présentation, pardon. Je ne sais pas, Stéphanie, si tu veux rajouter des éléments. Ce qu'on vous propose là, c'est d'ouvrir la discussion, voilà, de répondre à vos questions, à vos interrogations pratiques, juridiques, techniques, préopérationnelles ou opérationnelles. Donc, n'hésitez pas, c'est le moment de pouvoir voilà, poser vos questions. On est là pour y répondre. Merci beaucoup de votre attention.